Salutationalisation. Quand on parle de signature visuelle au cinéma, notre premier instinct est, fouillez-moi pourquoi, à penser au réalisateur du film. Si je vous montre cette esthétique de couleurs froides et mutées, mais bizarrement vibrantes, vous savez que c'est un film de Tim Burton. Si je vous passe cette composition de plans bien balancés, accompagnée de couleurs pastel peu saturées, ici on sait qu'on est chez Wes Anderson, et si je vous passe ce clip de quelques secondes... C'était Michael Bay. Mais des fois, un studio complet peut avoir cette petite signature visuelle, un élément qui fait qu'on associe un certain médium à cette compagnie de production. On peut par exemple penser à Warner et aux Looney Tunes qui ont des formes prononcées et reconnaissables, ou bien sûr aux studios Ghibli qui ont su rendre l'utilisation de certains tons de couleurs synonymes de leurs produits. Mais si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez exactement où est-ce qu'on est tombé et où est-ce qu'on s'en va. Aujourd'hui, on parle des studios Laika, un des, si ce n'est le boss final en termes d'animation en stop motion. Faire du stop motion sa signature visuelle, c'est un pari très risqué, du simple fait que c'est connu pour être quelque chose de difficile et cher à faire. Mais quand on a Henry Selick dans son équipe, on sait que le pari est justifié. Voyons donc comment on a pu en arriver là. Si vous aimez l'histoire du cinéma, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche et à laisser un like et un commentaire me disant de quel autre sujet on devrait traiter. Sur ce, je vous donne toute l'histoire des studios Laika Entertainment. Will Vinton Studio. Tout commence avec l'animateur et cinéaste William Gill Vinton, qui fondera Will Vinton Studio. Si à la base, lui et son partenaire Bob Garner produisaient principalement de la publicité ou des messages d'intérêt sociaux, Vinton va vite focaliser sur l'animation image par image avec des petits bonhommes en pâte à modeler. Tellement en fait que quand il décidera de voler de ses propres ailes, il amènera une petite quantité d'animateurs avec lui pour produire des courts-métrages sur des contes de fées en animation image par image. Ces films sont Martin de Sibler, Rip Van Winkle et Le Petit Prince, qui sortiront éventuellement au cinéma dans un mash-up simplement intitulé Trilogie, et plus tard au format vidéo intitulé Le Petit Prince et ses amis. Vinton va ensuite produire un documentaire qui s'appelle Claymation 3-Dimensional Clay Animation, un court documentaire de 17 minutes qui montre les coulisses de l'animation en stop motion. Et même si c'est un petit peu mal vieilli, Vinton va breveter le terme Claymation, qui est devenu très vite synonyme d'animation en pâte à modeler. On peut dire ce qu'on veut, mais quand le terme que tu as littéralement inventé et breveté devient le synonyme d'une forme d'animation complète, c'est bon, t'as gagné. C'est dans les années 90 et 2000 que la compagnie va changer du médium de la pâte à modeler aux personnages faits en mousse, notamment avec Gary and Mike et The PJs, série sur laquelle travaillera aussi Eddie Murphy. Malheureusement, en 2001, les deux séries seront annulées après seulement 13 épisodes. Et c'est donc à cette fin des années 90 que Vinton comprendra qu'il va falloir amener de nouveaux investisseurs. Le passage au cinéma. Heureusement, au fil du temps, Will Vinton Studio était devenu assez grand pour attirer l'attention de grands investisseurs, notamment Phil Knight lui-même, le propriétaire de la compagnie Nike. Monsieur Knight va donc finir par engager Travis Knight, son propre fils, pour travailler en tant qu'animateur, après avoir pris le contrôle total de Will Vinton Studio en 2002. Si avant Vinton Company se concentrait principalement sur la publicité et sur tout ce qui touche à la télévision, ici, les nouveaux investisseurs vont un petit peu modifier la donne parce que maintenant, on vise le cinéma. Un autre nom qui arrive peu de temps après, ce sera Henry Selick en 2003, réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui verra la compagnie faire son plus grand pas. Une nouvelle direction. En 2005, on a de plus en plus de personnes qui prennent des décisions et pour marquer le coup, on change le nom de la compagnie. Will Vinton Studio va donc laisser sa place au studio Laika, référence évidente à la chienne envoyée dans l'espace en 1957 par l'Union soviétique. Ici, on ouvre deux divisions principales, les deux situées à Portland, dans l'Oregon. D'un Laika Entertainment, qui va se concentrer sur la production de films pensés pour le cinéma, et de deux Laika House, une compagnie commerciale qui va produire des publicités ou des vidéoclips musicaux pour des artistes, par exemple. Entre-temps, Henry Selick avait commencé à travailler sur l'adaptation d'un roman jeunesse sombre écrit par Neil Gaiman, Coraline. Si au départ un film pensé pour être fait en prise de vue réelle, il est décidé que Coraline deviendra le premier chef-d'œuvre de stop motion des studios Laika. Les premiers pas.
En 2008, les coûts se font gros et on est obligé de se séparer d'une bonne partie du personnel. Il y avait des films en travail, dont Jack and Ben's Animated Adventure, film dont ce sont les seules images que j'ai pu retrouver. Cependant, en 2009 va sortir Coraline au cinéma, qui après un tournage de 18 mois recevra une nomination aux Oscars pour meilleur film d'animation, une nomination au British Academy of Film and Television Art, qu'on va appeler les BAFTA pour faire court, pour meilleur long métrage tout court, une autre nomination de meilleur film d'animation au Golden Globe et 8 nominations aux Annie Awards, dont 3 victoires qui rapporteront 124 millions de dollars au box-office sur un budget de 60 millions. Bref, Coraline lance très bien les studios Laika. Après la sortie du film, Henry Selick va renégocier ses contrats avec la maison de production et ça n'a pas dû très bien se passer parce qu'il quitte la compagnie pour rejoindre Pixar en 2010. Vers la fin de 2009, Laika continuera de licencier des animateurs, non seulement pour une question de budget, mais aussi parce que maintenant, on pense que le stop-motion sera la signature de Laika. Alors forcément, quand tu veux être une boîte qui produit du stop-motion, on va licencier tout ce qui est animateur CGI ou classique. C'est de là qu'en 2012 sortira Paranorman, qui aura certes un succès plus modeste que Coraline, mais qui recevra la même nomination pour meilleur film d'animation aux Oscars et aux BAFTA, ainsi que 8 nominations, dont 2 victoires aux Annie Awards. Je rappelle que Coraline en avait gagné 3. Changement. Après avoir produit de la publicité pour des compagnies comme Apple, Fox, ESPN ou Coca-Cola, en 2014, Laika House, la branche publicitaire de la compagnie, va fermer. Même si fermer, c'est un mot un peu rapide parce qu'en fait, on a juste vraiment séparé les deux divisions encore plus. Laika House s'appelle aujourd'hui House Special et produit de la publicité à ce jour. Vient alors la même année Box Troll, adaptation du roman de fantasy Here Be Monster. Lui aussi sera nominé pour meilleur film d'animation. Cette fois, recevra 9 animations aux Annie Awards, en gagnant 2 au passage. La partie cocasse avec Box Troll, c'est que c'est un film qui a fait énormément polémique du simple fait qu'il a été nominé aux Oscars pour meilleur film d'animation l'année où le film Lego est sorti et où lui n'a pas reçu de nomination. Un scandale entre des blocs Lego et des trolls en boîte, c'est le genre de bullshit pour laquelle vous devriez vous abonner à cette chaîne. À la fin 2014, Laika amorcera la production de leur prochain film en stop motion, Kubo et l'armure magique, film qui a un titre français horrible. Travis Knight, donc le fils du propriétaire de Nike, qui au passage est devenu le PDG de la compagnie Laika entre-temps, va prendre la décision de réaliser lui-même Kubo and the Two Strings, marquant en passant son passage à la réalisation pour un film qui sortira au cinéma. Et autant dire que ce pari risqué, il va en valoir la chandelle parce que Kubo and the Two Strings sort en 2016 au cinéma et c'est une merveille. Il va recevoir cette fois 2 nominations aux Oscars pour meilleur film d'animation et meilleurs effets spéciaux, devenant le 2e film de l'histoire de l'animation à obtenir cette dernière nomination. Le premier étant par pure coïncidence L'étrange Noël de Mr. Jack. En plus d'être nominé, Kubo gagnera au BAFTA le prix du meilleur film d'animation pour être nominé dans la même catégorie aux Golden Globes. Et comme ça devient une tradition, il va gagner 3 Annie Awards après avoir été nominé pour 10 d'entre eux. L'ironie étant que Kubo, si c'est à la fois le film le plus récompensé et le mieux noté sur les sites de critique des studios Laika, eh bien c'est aussi celui qui rapportera le moins d'argent jusque-là. Là où Coraline et Paranorman sont de très grands succès au niveau monétaire, Kubo va rapporter 77 millions pour un budget de 60, à peine remboursant l'investissement. Sauf qu'entre-temps, en 2015, ce qui s'est passé, c'est que Laika avait annoncé qu'ils allaient expandre leur main-d'œuvre pour être capable de sortir un film par an. Et il s'est passé ce qu'il se passe toujours quand une compagnie essaye de privilégier la quantité sur la qualité. C'est pour ça qu'on n'aura absolument aucun autre film avant 2019, 4 ans plus tard, et qu'on n'a eu absolument rien depuis. De nos jours. En 2019 va sortir Missing Link, et ça va faire mal. Même si les retours sont positifs, c'est pas exactement ce qu'on peut appeler un succès monétairement parlant. Comme ses prédécesseurs, Missing Link sera nominé aux Oscars pour meilleur film d'animation, recevra 8 nominations aux Emmy Awards et gagnera même un Golden Globe dans sa catégorie. Ce film a gagné un prix et pourtant des 102 millions de dollars budget alloué, il va seulement en rapporter 26, presque 4 fois moins. C'est une perte énorme, 74 millions de dollars. Par comparaison, Taram et le chaudron magique, film qui a failli faire fermer Disney en 1985, a fait perdre 23 millions à la compagnie. Même en prenant en compte l'inflation, Missing Link est un plus haut flop de 24 millions de dollars que le film qui a failli faire arrêter l'animation au studio Disney. Je ne comprends pas.
En fait, en cherchant un peu ici et là sur Internet, j'ai trouvé que les raisons qui expliquent ce flop, c'est principalement que l'audience qu'on visait n'était pas claire autant dans les trailers que dans le reste du marketing, et aussi et surtout que le grand public, le Sasquatch, personne n'en avait rien à battre. Et je me permets de lancer ma petite théorie bullshit ici. On est en 2019 et quand tu es un parent qui a un enfant encore traumatisé par Coraline 10 ans plus tôt et que tu vois la même compagnie annoncer un film qui est family friendly, ouais, forcément que tu te poses des questions. Laika va signer avec Shout Factory donc en 2021 pour distribuer leurs produits. Avant ça, les produits Laika étaient donc distribués par la compagnie Focus. Focus qui est la compagnie qui m'a permis de mettre la main sur ce magnifique DVD de compilation des studios Laika. Non, il est bien, j'ai tout sauf Missing Link, mais en même temps, je pense pas qu'ils mettraient plus d'argent dans ce film-là. C'est aussi l'année où Laika va annoncer travailler sur leur premier film live-action, adaptation du livre 17 de John Brownlow, auteur qui clame adorer la compagnie. Et il a aussi été confirmé qu'il travaille sur leur 6e long-métrage en stop-motion nommé Wildwood. L'adaptation du roman best-seller de Colin Meloy, une histoire d'amour, de perte, de secrets et de sacrifices qui amènera la magie à nos portes, je cite la fiche technique du film sur le site officiel. Et c'est finalement en 2022 que Travis Knight va annoncer son prochain film, The Night Gardener. Film qui va suivre un scénario original de Bill Dubik, créateur de la série Ozark, et qui, non, pour les fans, ne semble pas adapter le roman du même nom. Le film est aujourd'hui toujours en production, décrit comme un conte folklorique graveleux néo-noir dans le Missouri rural où un jeune homme va devoir se battre pour garder sa famille unie quand une tragédie va la frapper. Il n'y a pas vraiment de morale à cette histoire au final, j'avais juste envie de parler du studio Laika parce que je les adore. Mais si vous devez retenir une chose de leur parcours, je pense que ce serait le concept de passion. Laika est une petite compagnie quand on les compare aux géants d'Hollywood, mais elle est quand même regardée comme une des meilleures compagnies de production stop-motion. Ce qu'ils font avec de simples poupées et budgets médiocres est impressionnant et vaut le détour. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai réussi à me hyper moi-même et je ne peux que languir en attendant la sortie des 2 prochains longs métrages de Laika qui, s'ils jouent bien leur carte, pourraient un jour être connus comme les Walt Disney Pictures de l'animation en stop motion.